Hier, nous sommes allés au colloque de l'Université de Montréal qui s'appelait « Un état des lieux des droits autochtones, de la reconnaissance à l'action ». Nous y avons rencontré un des conférenciers, Maître Nadir André, avocat spécialisé en droits autochtones et associé au cabinet JFK Law. Voici notre conversation. Bonjour. Bonjour. C'est très intéressant de vous avoir sur notre émission, surtout dans une semaine où est-ce qu'on vient de finir les élections, où est-ce qu'on vient de voir le dépôt de le projet de loi 97. Il y a tellement de choses qui se passent. Donc, un colloque pour droits autochtones, c'était bien placé que ce soit un 1er mai. Tout à fait. Je pense que c'était complètement approprié dans les circonstances. On a beaucoup entendu parler pendant la campagne électorale de développement économique et de construire des pipelines et d'envoyer notre pétrole partout en Europe, en Asie. On s'imagine que ça va être une chose facile. On n'a presque pas parlé des questions autochtones et je pense qu'il y a un lien très sérieux à faire entre le développement des ressources naturelles et les droits autochtones. Alors, un colloque comme aujourd'hui était effectivement approprié. Un colloque comme aujourd'hui dans une université, quand même, l'université établie ici à Montréal, c'était pour qui? Qui était vraiment dans la foule? Bien, moi, je reconnais une population étudiante de l'université. Je pense que je ne me trompe pas en disant ça. Et je pense que dans les universités à travers le Canada, il y a vraiment un très grand intérêt pour le droit autochtone que moi, quand j'étais à l'université, il y a 30 ans, c'était beaucoup moins populaire. Et je pense que ça vient avec une nouvelle génération qui a beaucoup de préoccupations sur le climat, l'environnement, les droits humains, et ça fait partie du bundle droit autochtone. Et donc, il y a plus d'intérêt qu'auparavant. Il y a plus de questionnements et donc, on est content de voir que les choses évoluent au sein académique parce que c'était vraiment une faiblesse auparavant. Il y avait un cours de droit autochtone et maintenant, il y en a toute une série. Il y a même des programmes de droit autochtone dans le sens de indigenous, parce qu'en français, on ne fait pas la différence entre aboriginal et indigenous, mais donc, on pense à l'Université de Victoria, par exemple, qui a développé son propre certificat de droit autochtone avec les lois autochtones. Alors, ça vient vraiment enrichir la discussion. Les étudiants et étudiantes autochtones, il y en a également de plus en plus, il y en avait dans la salle. Alors, ça aussi, c'est fun à voir. Dans mon temps, on était un tout petit groupe et maintenant, il y en a de plus en plus. La 24e session sur l'instance des questions permanentes, l'instance permanente, mon Dieu, des questions autochtones viennent de finir à New York. Une immense délégation québécoise est allée, puis justement, c'était pour parler de leurs droits et de la reconnaissance de leurs droits. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Bien, écoutez, il y a quelque chose de frustrant dans ce domaine du droit international-là et ça va comme suit. 143 pays ont adopté la Déclaration des droits des peuples autochtones en 2007. 4 se sont opposés. La Nouvelle-Zélande, l'Australie, les États-Unis et le Canada. Finalement, 3 ans plus tard, de peine et de misère, ces pays-là ont finalement accepté la déclaration. Le Canada a dit « je l'accepte », mais sous certaines conditions, parce qu'on a l'article 35, on défend déjà très bien nos droits autochtones, puis on n'a pas besoin de la déclaration. Il a fallu attendre 2016, après l'élection du gouvernement Trudeau, pour qu'il y ait une reconnaissance formelle sans condition, et 2021 pour accoucher d'une loi fédérale qui met en vigueur la déclaration, mais en misant sur un plan d'action qui n'est toujours pas vraiment en vigueur 4 ans plus tard. Alors, et il y a une autre problématique au Canada, c'est qu'on est dans un État fédéral. Il y a 10 provinces, 3 territoires, et ce sont les provinces, ce sont les territoires qui ont juridiction sur les ressources naturelles et les terres. Alors, on a beau avoir une loi fédérale, au moment où on se parle, seule la Colombie-Britannique a adopté une loi pour mettre en vigueur les principes de la déclaration. Et la Ville de Vancouver l'a fait également. Et ce qui est ironique, c'est que la Colombie-Britannique l'a fait en 2019. Soit 2 ans avant le gouvernement fédéral. Donc, je rappelle que ça faisait partie des appels à l'action du défunt sénateur Murray Sinclair qu'on devait adopter cette déclaration-là et la mettre en œuvre. Et ça n'a toujours été pas fait, ni au Québec, ni dans les autres provinces, et ça devient vraiment une source de frustration, parce que ces principes de droit international
sont en train de se développer un peu partout dans le monde. Puis au Canada, on est en train de prendre du retard. Une dernière petite minute avant qu'on quitte, parce que je veux savoir, monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire entendre nos droits mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire entendre nos droits mieux? Bien, on est dans un régime démocratique. Il faut parler à ses députés. Il faut parler aux députés tant provinciaux que fédéraux. Il faut faire valoir ses points de vue. Il faut dire qu'il faut protéger les droits autochtones parce que tout ça est relié avec la crise climatique, avec l'état de l'environnement, que si on ne s'occupe pas des gens et du territoire dans notre vaste pays, on s'en va tout simplement vers un désastre et là, il va être trop tard. Si on n'écoute pas les nations autochtones qui ont une relation de milliers et de milliers d'années avec cette terre-là, la voie se changer, les rivières, la température, les feux de forêt, etc. Si on ne les écoute pas, on va bientôt le regretter, puis on aurait dû donc les écouter, mais il sera trop tard. On espère que notre voix va être entendue. On vous remercie. Je pense qu'on aurait parlé des heures et des heures et des heures. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci.